participons à l'écriture du droit international. Notre socle de travail, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. La défense des droits humains ne sont plus en haut de la pile des dirigeants de ce monde. Salut tout le monde, aujourd'hui nous recevons Jean-Claude Samouillet, président d'Amnesty International France. Et c'est l'occasion de faire une petite vidéo qui résume tous les éléments à savoir autour des droits humains. On y va! Écoutez, je suis Jean-Claude Samouillet, donc président d'Amnesty International France. Amnesty International, c'est une ONG, c'est la plus grande ONG de défense, de promotion et de défense des droits humains dans le monde. Nous revendiquons 15 millions d'adhérents et de sympathisants, et en France, nous sommes 127 000 membres. Donc ça fait partie des grosses ONG de France et dans le monde. Amnesty International est une association qui revendique plus de 15 millions d'adhérents en son sein au travers du globe. Elle a été fondée par l'avocat britannique Pete Benenson en 1961 et ne cessera dès lors de dénoncer tous les actes allant à l'encontre des droits humains aux quatre coins du monde, recevant même le Nobel de la paix en 1977. Défendre les droits humains, c'est beau. Concrètement, ils font quoi en fait? Au quotidien, donc, nous avons différents travaux, nous menons différents chantiers. D'abord, nous participons à l'écriture du droit international. Nous sommes à l'origine, si on peut dire, de la Convention internationale contre la torture et les mauvais traitements de 1984. Nous avons beaucoup milité pour la création de la Cour pénale internationale. Nous avons été la cheville ouvrière du traité sur le commerce des armes en France, enfin au niveau mondial, mais en France en particulier. Et en France, nous avons beaucoup travaillé sur la loi sur le devoir de vigilance des entreprises, hein, en matière de droit à l'environnement et en matière des droits humains. Donc ça, c'est la première chose, c'est écrire le droit. Ensuite de ça, nous essayons de faire respecter le droit. Donc nous faisons du plaidoyer auprès de l'ONU, auprès des gouvernements français, auprès des parlementaires, mais également auprès les groupes locaux, parce que nous avons beaucoup de militantisme de terrain, font du plaidoyer auprès de leurs parlementaires dans leur circonscription. Nous faisons également beaucoup d'éducation aux droits humains, c'est-à-dire que nous intervenons dans les lycées, dans les collèges et dans les facs pour présenter aux élèves et aux étudiants ce que sont les droits humains, qu'est-ce qu'ils recouvrent. Et puis nous faisons beaucoup de pétitions, beaucoup de cartes à envoyer, cartes postales à envoyer ou des tweets à envoyer pour faire libérer une personne qui est injustement emprisonnée. Et tout ça, ce travail se fait grâce à des chercheurs. Il y a une centaine de chercheurs dans le mouvement qui vont sur le terrain pour enquêter, pour collecter les preuves, pour les authentifier. Et à partir de ces preuves, ils écrivent des rapports. Et ces rapports nous servent, nous, les militants, à les diffuser auprès des décideurs politiques ou économiques pour que les droits humains, la cause des droits humains avance. Cette explication de l'action d'Amnesty que vient de nous donner Jean-Claude Samouillet, on la retrouve très bien sur le site internet de l'association. Elle se découpe en 3 étapes. Tout d'abord, les experts font de la recherche pour identifier un éventuel manquement aux droits humains. Puis, ils vont plaider devant les gouvernements dans l'espoir d'influencer certaines politiques qu'ils entreprennent, avant de lancer de vastes campagnes d'opinion et autres actions collectives, notamment à travers des pétitions. Et la journée type du président de l'antenne française, ça ressemble à quoi? Alors, journée type, je me lève relativement tôt, disons, et je regarde un peu la presse et les médias pour savoir les informations qui ont été publiées durant la nuit et sur lesquelles on peut être interrogé, nous, en tant que Amnesty International, par les médias, hein, parce que nous avons le président a une grosse activité de porte-parole là sur les médias, donc il faut que je sois au courant, et puis je téléphone éventuellement à des collaborateurs pour qu'ils me donnent des informations, qu'on précise des informations sur tel ou tel point pour que je raconte les choses les plus fiables possibles, parce que c'est vraiment un marqueur de notre ONG de dire des choses fiabilisées et recoupées et authentifiées. Ensuite de ça, je fais parfois souvent même des interventions, soit dans des lycées, soit dans des facs, soit dans des soirées ciné-débat, hein, c'est-à-dire qu'on présente un film et puis après on organise un débat, et souvent je suis invité à animer ce débat ou à répondre à des questions sur la thématique qui était l'objet du film. Ensuite, je dois valider des tweets ou des documents ou des communiqués de presse, surtout sur ce qui concerne la France et surtout sur ce qui concerne les sujets dits un peu sensibles. Donc, ça fait partie de mes attributions de valider un petit peu tout ça. Et puis, j'ai des contacts fréquents avec les autres membres du conseil d'administration qui sont regroupés au sein de différents groupes de travail. Il y en a qui s'occupent du militantisme, il y en a qui s'occupent de la communication, il y en a qui s'occupent de l'action proprement dite. Donc, j'essaie d'animer cette équipe. Mais si M. Samouillet et ses 125 000 adhérents en France font ça,
c'est bien dans le but de défendre les droits humains. Mais les droits humains, c'est quoi exactement? Les droits humains. Alors nous, notre Bible, notre socle de travail, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Donc cette Déclaration universelle des droits de l'homme, l'immense majorité, quasi la totalité des États l'ont signée, et ça veut dire que la quasi-totalité des États reconnaissent à chaque être humain un certain nombre de droits. Il y a les droits civils et politiques, c'est le droit d'expression, c'est le droit de manifestation pacifique, c'est le droit de religion, de changer de religion, d'abandonner de religion, de ne pas avoir de religion, c'est le droit de se syndiquer, c'est le droit de manifester, c'est le droit de créer une association. Donc ce sont les droits civils et politiques d'une part, et puis après il y a les droits économiques, sociaux et culturels, c'est le droit à l'éducation, c'est le droit à la santé, c'est le droit à un travail, c'est le droit à des conditions de vie dignes. Donc ces 30 droits, c'est notre socle de travail. On se base sur cette Déclaration universelle des droits de l'homme et toutes les conventions internationales qui en ont découlé, qui ont précisé un certain nombre de choses. Il y a la Convention de 1951 sur les réfugiés, il y a j'ai cité tout à l'heure la Convention contre la torture et les mauvais traitements, mais le texte fondateur, c'est la Déclaration universelle des droits de l'homme. D'un point de vue plus large, c'est tout simplement le fait de considérer que les humains possèdent des droits à la naissance et tout au long de leur vie, quelles que soient leurs caractéristiques, donc sexuelles, ethniques, leur pays d'appartenance, etc., etc. Ces droits ont donc une vocation universelle, ils concernent tout le monde, et inaliénables, on ne peut pas les retirer à quelqu'un. Et comme ces droits sont universels, chaque État est tenu de les respecter, peu importe son organisation politique. Or, nous ne vivons pas dans un monde de bisounours et ce n'est pas toujours le cas. C'est donc le rôle que se donne Amnesty de faire respecter les droits humains aux États qui ne les respectent pas. Or, ces États exercent parfois des pressions à l'égard d'Amnesty, et on peut se demander comment ils les gèrent. Ça a notamment été le cas avec la guerre en Ukraine récemment. L'impartialité, l'indépendance et l'impartialité, c'est vraiment la base de notre travail. Donc on fait toujours, c'est vraiment quelque chose auquel on fait très très attention, à tel point c'est que tout l'argent qui nous permet de fonctionner, c'est l'argent qui vient des membres. Donc on ne reçoit pas de subventions de partis politiques ou d'États ou de départements ou de régions, non plus d'organismes religieux. On est vraiment, ou d'entreprise, on y tient vraiment comme à la prunelle de nos yeux à cette indépendance, dont l'indépendance financière, ce qui est pour nous une garantie de l'impartialité. Et donc, à l'événement que vous citez en Ukraine, nous avions, depuis le 24 février, dénoncé le crime d'agression des forces russes par rapport à l'Ukraine. Depuis le 24 février, nous collectons des preuves de crimes de guerre, nous authentifions ces documents pour les mettre à disposition de la justice internationale. Nous avons collecté donc un nombre infini de crimes de guerre de la part des forces russes, c'est-à-dire c'est les bombardements non discriminés, c'est-à-dire des bombardements tellement vagues, avec des outils tellement peu précis qu'il y a des impacts sur les populations civiles, il y a des bombardements délibérés d'infrastructures civiles ou de zones résidentielles civiles, ce qui est constitutif de crimes de guerre. Nous avons dénoncé à Kharkiv ou dans la région de Kiev des exécutions de civils, bien souvent après des actes de torture. Nous avons dénoncé des viols, nous avons dénoncé l'utilisation de bombes à sous-munitions qui sont absolument interdites par le droit international. Et puis, dans notre travail et en toute impartialité, nous avons documenté effectivement le fait que dans 19 sites, les forces ukrainiennes s'étaient installées au milieu de zones résidentielles, ce qui est une violation du droit de la guerre, du droit international humanitaire, des 4 conventions de Genève. Mais nous n'avons pas du tout mis, comme on nous l'a reproché, les deux forces sur le même plan. On a documenté des crimes, des éléments constitutifs de crimes de guerre d'un côté, et en nombre, nous avons fait 80 rapports, et de l'autre côté, nous avons publié un communiqué de presse sur le fait que des soldats ukrainiens étaient au milieu de zones résidentielles. Mais voilà, c'est notre travail, en toute impartialité. Nous documentons et nous alertons et nous dénonçons les violations du droit international, où qu'elles soient commises, quel qu'en soit l'auteur. C'est notre travail, c'est notre impartialité, et nous ne dérogeons pas. De fait, c'est en août 2022 que se déroule cette polémique. À cette époque, la guerre en Ukraine s'enlise progressivement dans le pays. Et Amnesty publie un rapport dénonçant les manquements aux droits humains côté ukrainien, sans pour autant occulter les responsabilités russes, comme l'a dit M. Samouillet. Ce rapport a été jugé orienté politiquement par l'Ukraine et notamment M. Zelensky, qui y a réagi, déclarant que le rapport d'Amnesty mettait sur un pied d'égalité l'agressé et l'agresseur. Mais comment leur action est-elle perçue sur le terrain, notamment en zone de guerre ou dans des régimes plus autoritaires que la France? Nous sommes des ennemis
des régimes autoritaires ou des régimes qui violent massivement les droits humains. On a été obligé de fermer le bureau de Hong Kong. On a été obligé, la Russie nous a intimé l'ordre de fermer nos bureaux de Moscou. Nous avons des problèmes en Turquie, nous avons des problèmes en Inde. Donc tous les régimes qui violent massivement les droits humains sont en guerre, si je puis dire, contre Amnesty International. Donc, mais ça ne nous empêche pas de continuer à faire notre travail le mieux possible. Monsieur Samouillet a un dernier message à faire passer. Rien n'est jamais acquis, c'est-à-dire qu'on considérait que la guerre en Europe c'était quelque chose d'historique, qu'il n'y aura plus jamais de guerre, c'est pas le cas. On considérait que le droit à l'avortement aux États-Unis c'était définitivement acquis, ce n'est pas le cas. La Cour suprême est revenue sur ce droit fondamental. On considère que la liberté d'expression, même en France, est définitivement acquise. Or, il y a des lois qui la restreignent de plus en plus. Alors, c'est pas à la même échelle qu'en Russie ou qu'en Chine, mais quand même, il y a des tentatives de réduire le droit de manifester ou de réduire le droit d'expression. Donc, rien n'est jamais acquis et il faut se battre tout le temps. Et qu'on passe une mauvaise période au niveau des défenseurs des droits humains, passe une mauvaise période. Là, les droits humains, la défense des droits humains ne sont plus en haut de la pile des dirigeants de ce monde. C'est la sécurité, c'est la lutte antiterrorisme, c'est l'économie. Et sous prétexte de la lutte antiterrorisme, eh bien, on viole les libertés fondamentales des personnes. Et donc, il faut être très très vigilant là-dessus. Et aux jeunes générations, ce qu'on peut dire aussi en conclusion, c'est que nous, on s'est basé sur la Déclaration universelle des droits de l'homme de 1948. Or, il y a de nouveaux droits fondamentaux qui émergent. Et c'est votre combat, à vous les jeunes, c'est à vous de vous en emparer. C'est le droit à un environnement sain, qui n'existait pas forcément en 1948. C'est tous les droits liés à la bioéthique, les droits des enfants intersexes, par exemple. Et c'est tous les droits, les surveillances de masse ou les discours de haine qu'on peut retrouver sur les réseaux sociaux. Parce qu'en 1948, Internet n'existait pas et c'était vraiment de nouveaux outils qui ont des qualités énormes mais qui peuvent également entraîner des graves violations des droits humains, notamment par exemple Facebook, Meta en Birmanie contre les communautés Rohingyas. C'est un rapport que nous venons de sortir. Donc voilà ces trois nouveaux combats que les jeunes doivent s'approprier parce que c'est à vous de prendre la suite. Merci beaucoup à Monsieur Samouillet et Amnesty International France d'avoir accepté cette interview qui était très intéressante. N'hésitez pas aussi à liker la vidéo, à la partager à des amis qui pourraient être intéressés ou à vous abonner parce que ça aide énormément. Et mine de rien, c'est quand même énormément de travail que je fais pour ces interviews. En bref, abonnez-vous car des contenus incroyables vont arriver, notamment dans 2 semaines avec un nouvel invité mystère, Indice. Elle aime la couleur rouge. Allez, que les fées soient avec vous.